Au cœur des régions industrielles européennes, en Allemagne, en Italie, en Espagne, les chaînes censées façonner le futur de l'automobile se sont immobilisées. Les robots articulés, que l'on pensait condamnés à fonctionner sans interruption, sont désormais figés. À la fin de l'année 2025, quelque chose s'est rompu. Stellantis, le colosse industriel qui regroupe notamment Peugeot et Fiat, a suspendu sa production pendant plusieurs semaines. Volkswagen a levé le pied, supprimant des équipes entières. Ford, de son côté, a annoncé des réductions d'effectifs à l'échelle européenne. Dans de nombreuses usines, l'activité ne dépassait guère la moitié des capacités prévues. Présenté ainsi, cela ressemble à une statistique abstraite. En réalité, l'image est glaçante. Des lignes de montage conçues pour produire des millions de véhicules chaque année ressemblent désormais à des villes abandonnées. Jusqu'à 8 grandes usines sont aujourd'hui menacées de fermeture durable. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement conjoncturel, mais d'un secteur entier qui tire brusquement le frein à main parce que l'horizon semble s'effacer. Face à cette situation alarmante, les dirigeants européens ont pris une décision radicale. Ils n'ont pas lancé un nouveau plan de sauvetage, ils ont opéré un revirement brutal, presque humiliant sur la mesure climatique la plus symbolique de leur stratégie. Pendant des années, l'interdiction de vendre des véhicules thermiques à partir de 2035 représentait la pièce maîtresse intouchable du Green Deal européen. Puis, en décembre 2025, la Commission européenne a officiellement proposé d'abandonner cette interdiction, un véritable drapeau blanc, une rendition inscrite noir sur blanc dans la politique publique, et surtout un aveu sans détour que peu osaient formuler, l'ambition écologique européenne vient de se heurter de plein fouet à la réalité géopolitique. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce recul historique ? Pour le comprendre, il faut d'abord abandonner une idée rassurante. Ce n'est pas simplement une question de voiture bon marché. C'est l'histoire d'un concurrent qui joue selon des règles totalement différentes, avec une stratégie en 2 étapes que l'Europe n'a pas su anticiper. La première étape concerne les fondations. Tandis que l'Europe se concentrait principalement sur des débats de dates, de seuils et de calendrier d'émissions dans des salles de réunion climatisées, la Chine avançait méthodiquement sur un projet industriel bâti sur plusieurs décennies. L'État a injecté des financements massifs et ciblés, non pas uniquement dans quelques marques, mais dans l'ensemble de l'écosystème. Les ressources en lithium ont été sécurisées, des méga-usines de batteries ont vu le jour et un immense marché intérieur de millions de consommateurs a été créé. La Chine ne s'est pas contentée d'imaginer l'avenir, elle a construit la piste sur laquelle il allait atterrir. La preuve ne se trouve pas dans des rapports théoriques, elle apparaît clairement dans les chiffres de vente, précisément au moment où l'équilibre du marché bascule. Prenons un symbole fort. Fin 2025, au Royaume-Uni, un territoire chargé d'histoire pour l'industrie automobile européenne, un SUV chinois récemment arrivé a discrètement dépassé un modèle emblématique de Volkswagen. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Une marque quasiment inconnue du grand public quelques mois plus tôt devance une référence installée depuis des décennies. Ce n'est pas une anomalie, mais le début d'une tendance lourde. Les analystes estiment que les constructeurs chinois pourraient doubler leur part de marché en Europe d'ici 2030. Et chaque point gagné par eux correspond à un point perdu pour les fabricants européens. C'est ainsi que s'opère une prise de contrôle moderne, non pas par la force militaire, mais par des flottes de camions, par des consommateurs qui expriment leur choix avec leur portefeuille en privilégiant la technologie la plus avancée et la valeur perçue la plus attractive. Pendant ce temps, les constructeurs européens voient leur propre territoire se transformer en champ de bataille économique. Mais cette histoire n'a jamais été uniquement celle de l'automobile. Elle raconte avant tout une lutte de puissance. Les milliards générés par la domination chinoise sur le marché du véhicule électrique ont offert à Pékin un atout bien plus stratégique qu'un simple avantage commercial, un nouveau levier d'influence mondiale. La Chine transforme désormais sa supériorité industrielle en pouvoir géopolitique concret. Il suffit d'observer ce qui se passe en Amérique latine. Pendant des décennies, cette région constituait une zone d'influence quasi exclusive des États-Unis. Aujourd'hui, portée par la confiance acquise grâce à ses succès industriels, la Chine accélère son implantation. Les regards se tournent vers des pays riches en ressources stratégiques, comme le Venezuela. Les discussions s'intensifient autour du pétrole, des exploitations minières et des infrastructures clés. Le schéma est bien rodé. La Chine arrive avec des capitaux et des technologies avancées.
En échange, elle sécurise les matières premières et les sources d'énergie indispensables à son propre avenir, tout en s'assurant un partenaire stratégique durable. Il ne s'agit pas d'une conquête brutale, mais d'un rapprochement progressif. Et c'est précisément cette approche qui complique la position des États-Unis, en exerçant une pression directe sur leur propre sphère d'influence. La bataille commerciale autour des véhicules électriques finance en réalité un nouveau front dans la guerre mondiale de l'influence. Face à cette situation, la réaction logique de l'Europe et des États-Unis a été de tenter un coup d'arrêt net, imposer des droits de douane massifs afin de freiner l'élan chinois. Sur le papier, cette stratégie ressemblait à un frein d'urgence. Mais pour les décideurs occidentaux, le retournement a été brutal. Cette défense n'a pas seulement échoué, elle a produit l'effet inverse. Les tarifs devaient agir comme un mur protecteur. Ils sont devenus un terrain d'entraînement. Confrontés à cette barrière fiscale, les constructeurs chinois n'avaient que deux choix: se retirer ou évoluer. Ils ont opté pour l'adaptation, avec une efficacité redoutable. La première manœuvre a été aussi simple qu'ingénieuse. Pourquoi exporter des véhicules à l'autre bout du monde et payer des pénalités élevées, quand il est possible de produire directement à l'intérieur même du marché visé? BYD a lancé la construction d'une grande usine en Hongrie. Chery s'est implanté en Espagne. En devenant des employeurs locaux, en s'approvisionnant sur place, ils ont neutralisé l'impact des droits de douane. Sans le vouloir, la politique défensive européenne leur a déroulé le tapis rouge. Installez-vous juste à côté de nous. Mais il existe un second effet encore plus préoccupant. Les taxes ont forcé une transformation accélérée du modèle chinois. La stratégie initiale, fondée sur des prix très bas, ne suffisait plus face aux surcoûts imposés. Pour justifier des tarifs plus élevés en Europe, il fallait offrir davantage. Alors ils ont intensifié leurs investissements dans les fonctionnalités avancées des véhicules électriques intelligents. Aides à la conduite semi-autonome, systèmes de divertissement comparables à de véritables salles de cinéma, batteries capables de se recharger bien plus rapidement, la montée en gamme a été spectaculaire. La pression exercée par les droits de douane ne les a pas écrasés, elle les a affinés. Elle les a poussés vers le haut. Et c'est là que se situe le point critique pour l'Europe. Cette évolution propulse désormais les marques chinoises vers le segment premium, précisément celui où les constructeurs européens réalisent l'essentiel de leur marge. Audi, BMW, Mercedes se retrouvent attaqués sur leur terrain le plus rentable. La plus grande manœuvre défensive de l'Occident n'a pas stoppé l'avancée chinoise. Elle a simplement déplacé le combat vers une zone où les avantages historiques de l'Europe se réduisent à grande vitesse. Revenons au point de départ. Une usine européenne plongée dans le silence. Avec un secteur automobile en recul et des règles désormais réécrites, une question s'impose directe et brutale. Que reste-t-il réellement ? Car l'automobile n'est pas une industrie parmi d'autres. Elle constitue le cœur même de l'ingénierie européenne. Si ce cœur faiblit, l'ensemble de l'édifice menace de s'écrouler. À ce stade, la peur change de nature. Il ne s'agit plus de la crainte d'une mauvaise année financière, mais de celle d'un déclin organisé, d'une sortie progressive de l'histoire industrielle. Le problème ne concerne pas uniquement les emplois ouvriers, il touche aussi la fuite des talents. Les meilleurs ingénieurs, les développeurs de logiciels, les chimistes spécialisés dans les technologies de batterie sont attirés par les entreprises qui gagnent du terrain. Une fois cette expertise partie, elle ne revient que très rarement. Le risque est celui d'une Europe qui se vide de l'intérieur, un continent qui conçoit de moins en moins et qui se contente de consommer les technologies développées ailleurs. Ce que nous observons ici marque la fin d'une époque. Pendant des décennies, le fonctionnement du monde reposait sur une idée centrale, le libre-échange, des marchés ouverts et un ensemble de règles communes pour tous. Cette ère est désormais révolue. Le conflit autour des véhicules électriques a mis en lumière le nouveau schéma global. D'un côté, une sphère conduite par les États-Unis qui promeut le friendshoring, le recentrage de la production entre alliés, accompagné de subventions massives. De l'autre, un réseau structuré autour de la Chine, bâti sur ses propres standards technologiques et ses chaînes d'approvisionnement. Et au milieu, un bloc européen qui peine à définir sa place et sa stratégie. L'objectif n'est plus la croissance partagée, mais la sécurité, la maîtrise et le contrôle. L'ancien modèle, dans lequel l'Europe pouvait établir des règles et voir le reste du monde s'y conformer, a été balayé. Comment un continent aussi riche et doté d'une telle histoire industrielle a-t-il pu se retrouver dans une position de fragilité ? La réponse se trouve dans un décalage profond, une erreur stratégique majeure. L'approche européenne reposait sur une forme d'idéalisme.
L'Europe a conçu le cadre réglementaire écologique le plus avancé et le plus ambitieux au monde en se présentant comme une référence morale à suivre. Mais elle a commis une faute décisive. Elle a imaginé ce futur dans des salles de réunion et non sur un terrain de confrontation industrielle. Elle a cru, à tort, que fixer les règles suffirait, que le simple fait d'écrire la loi entraînerait mécaniquement l'adhésion de l'industrie. Elle n'a pas anticipé l'émergence d'un concurrent qui considérait ces mêmes technologies vertes non pas comme un objectif environnemental, mais comme des armes dans une nouvelle guerre économique. La Chine, elle, a adopté une stratégie totalement intégrée. Soutien massif de l'État, contrôle stratégique des ressources, ambition commerciale offensive, tout fait partie d'un même système. En Europe, les régulateurs évoluent dans un univers, les industriels dans un autre, et les passerelles entre les deux sont faibles. Ce fossé n'était pas seulement administratif, il constituait un véritable angle mort stratégique. Le projet européen s'est brisé parce qu'il est parti au combat sans protection. Et cela nous conduit à la conclusion inévitable. Le renoncement à l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 n'est pas un simple ajustement de calendrier, c'est une leçon glaciale sur la nature du pouvoir au XXIe siècle. Les anciennes cartes de la puissance, celles que l'on apprenait à l'école avec des bases militaires et des champs pétroliers, ne suffisent plus. Elles sont dépassées. La nouvelle carte du monde suit les chaînes d'approvisionnement du futur. Elle trace les flux de lithium, localise les gigafactories de batteries et identifie les brevets sur les électrolytes solides. C'est là, et nulle part ailleurs, que se construit le véritable empire contemporain. Et dans ce nouvel ordre mondial, 3 archétypes de nations se dessinent clairement. Le producteur, la Chine, qui fabrique concrètement le futur et contrôle les ressources, l'innovateur protectionniste, les États-Unis, qui ferment leurs frontières et injectent des milliards pour reconstruire leurs forteresses industrielles, et enfin le consommateur régulateur, l'Europe, qui tente d'exercer une influence morale par la loi, mais qui a progressivement perdu la capacité de produire ce qu'elle consomme. Les événements récents constituent le signal le plus clair que l'ancien livre de règles a été déchiré. La course ne consiste plus seulement à inventer la prochaine innovation majeure, elle consiste à posséder l'ensemble du système sur lequel cette innovation se repose. Et aujourd'hui, un acteur est déjà en train d'écrire ce prochain chapitre. Il ne le fait pas avec des discours prononcés à la tribune de l'ONU, mais avec des lignes de production silencieuses qui continuent d'avancer encore et encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout merci pour votre attention et votre fidélité à la chaîne. Votre soutien est essentiel et c'est grâce à vous que ce contenu peut continuer d'exister. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo et de laisser un like si ce format vous a plu. Rendez-vous très bientôt pour d'autres analyses de ce genre, toujours au cœur des grands enjeux économiques, industriels et géopolitiques. À très vite.